Il est 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord, les titres. 19 morts et 16 blessés. C'est le bilan d'une attaque kamikaze survenue dans la nuit du 1er au 2 août 2020 dans le village Ngechewe, région de l'extrême nord. Par ailleurs, on en sait un peu plus sur le crash survenu hier dimanche à l'aéroport de Maroua Salak, toujours dans la même région de l'extrême nord. On vous donne à l'entame de ce journal la quintessence des communiqués signés ce 3 août par le chef de division de la communication du ministère de la Défense, le capitaine de frégate Atanfa Guemou Cyril Sage. En éducation, on parlera de la reprise du baccalauréat scientifique ce 3 août. Souvenez-vous que les épreuves de sciences physiques et chimie avaient été renvoyées à cette date en raison d'une fuite d'épreuves. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le ministère de la Défense, dans un communiqué signé ce 3 août, annonce qu'un aéronef de l'armée de l'air de type C-130 est sorti de piste à l'atterrissage à l'aéroport de Maroua Salak, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. L'appareil en mission commandé avait à son bord 96 occupants, dont 5 membres d'équipage et 91 personnels des forces de défense en cours de déploiement au sein de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. Des dégâts matériels enregistrés, mais aucun blessé ni perte en vies humaines à déplorer. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de cet accident, notant que le dit accident s'est produit dans l'après-midi du dimanche 2 août 2020 par une météo particulièrement difficile, dit le communiqué. Et puis dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août 2020, aux environs de 23h30, plusieurs terroristes non identifiés, dont 2 kamikazes, se sont introduits dans le village de Ngechewe, dans l'arrondissement du Mayo Masoka, dans le département du Mayo Tsanaga, région de l'extrême nord, pour y commettre diverses exactions et atrocités. Ils ont attaqué les membres du comité de vigilance local et d'autres civils, dont certains se sont cachés dans des refuges de fortune, mais ont tout de même été pourchassés par 2 kamikazes qui ont actionné des charges explosives. Ces explosions feront 19 morts civils, dont les 2 kamikazes et 16 blessés. Les blessés ont été évacués à l'hôpital adventiste de Koza et d'autres référés à l'hôpital régional de Maroua. Selon le communiqué signé du chef de division de la communication du ministère de la Défense, les recherches auraient permis d'établir avec certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste doublée d'attentats kamikazes. Une enquête a été ouverte pour préciser les contours de cette attaque. Décentralisation au Cameroun, à qui incombe finalement la charge de nommer les receveurs municipaux des 300 communes d'arrondissement, alors que l'interrogation taraude les esprits. Le ministre de la Communication du chef de cabinet du SDF, Jean-Robert Wafo, dénonce à travers une tribune dans la presse. Il estime que la nomination des receveurs municipaux se fait à travers une gouvernance par embuscade et un passage en force au Cameroun. Partant de l'hypothèse selon laquelle c'est exclusivement au ministre des Finances qu'incombe la responsabilité de nommer les receveurs municipaux et les receveurs régionaux, Jean-Robert Wafo, ministre de la Communication du chef de cabinet au sein du SDF, estime à cet effet que la loi portant code général de la décentralisation doit être révisée en son article 439. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que cette loi nécessite une modification par les 2 chambres au Parlement. Cette lecture de Jean-Robert Wafo, aux allures de dénonciation, fait suite à des décrets qui laissent transparaître des contradictions. L'homme politique s'appuie sur le dernier décret du président de la République portant règlement général de la comptabilité publique. Et du coup, une interrogation taraude les esprits. À savoir, à qui incombe finalement la prérogative de nomination de receveurs municipaux de 360 communes d'arrondissement. Autrement dit, qui du ministre des Finances ou du ministre chargé des collectivités territoriales doit nommer des receveurs municipaux? Faudrait-il le rappeler, des voix se sont élevées contre plusieurs dispositions du Code de la décentralisation bien avant la signature du décret du président de la République en date du 7 juillet 2020. Il s'agit de l'article 439 alinéa 3. Pour le militant du SDF, le décret du président de la République viole certaines dispositions de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées promulguée le 24 décembre 2019. Jean-Robert Wafo, pour justifier sa dénonciation, évoque l'arrêté du ministre en charge de la décentralisation et du développement local signé le 6 juillet 2020, nommant les receveurs municipaux des communes d'arrondissement de Yaoundé 6e et 7e.
Selon le ministre du Char de Cabinet, le Mindevel s'est appuyé uniquement sur l'article 439 alinéa 3 du Code général de décentralisation qui dispose que les receveurs municipaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Et Jean-Robert Wafo qui ne se garde pas de dire dans une tribune qu'il a commise dans la presse que le ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées a été désavoué dans ses actes par le président de la République au regard du décret qu'il vient de signer. Toutefois, ce dernier relève que l'incongruité de la démarche du ministre chargé des collectivités territoriales réside dans sa lecture parcellaire et réductrice du Code général de la décentralisation. Il laisse conseiller municipal de rappeler que ce code dispose dans le même article, en son alinéa 6, que le statut et les attributions des comptables de collectivités territoriales sont fixés par voie réglementaire. Tout compte fait, Jean-Robert Wafo estime que la décentralisation a encore du chemin à faire au Cameroun. Et puis on parle de la reprise des activités à l'agence Finesse de Douala. Les scellés apposés il y a presque une semaine ont été levés hier dimanche. 24 heures après cette décision, nos équipes sont descendues sur le terrain pour voir ce qu'il en était réellement dans les faits. Ce n'est pas les clients qui manquaient ce 3 août 2020 à l'agence de transport Finesse 24 heures après la levée des scellés. Je vais prendre le bus VIP pour Yaoundé. La reprise des activités suscite la joie chez la clientèle fidèle et qui n'attendait que ça. On veut voyager, on est pressé, papa. On est content de l'ouverture. Pour l'équipe managériale de cette agence de transport, il est désormais question de mettre tout en œuvre pour que le drame survenu le 22 juillet 2020 ne se produise plus. Celle-ci entend ne point lésigner sur aucun moyen pour renforcer le contrôle qui, d'après elle, devra passer à une vitesse supérieure. C'est dans un esprit de se repenser, de se revoir, de se mirer un peu. L'événement douloureux qui s'est passé le 22 est une interpellation à notre manière d'agir, aux manquements encore qui font cours dans notre structure. Notre semaine est de revoir tous nos manquements pour que le contrôle soit à 360 degrés afin que plus jamais ça à Finesse voyage. À la suite du drame qui avait occasionné la mort d'un gendarme et laissé dans un état très critique son collègue, l'agence de transport Finex avait été suspendue d'activité pendant pratiquement une semaine. Pour rappel, la RIX part d'une dispute entre les vigiles et les gendarmes pour une affaire de monnaie quelques minutes après que ceux-ci aient utilisé les toilettes. Apprend-on ce jour de la direction générale, les toilettes à Finex sont désormais gratuites. Les toilettes sont gratuites et nous sommes conformes au rappel à l'ordre du ministre depuis samedi dernier. Et à la suite de ce drame parti de l'utilisation payante des toilettes, nous ouvrons ce soir une série justement sur les toilettes dans la ville de Douala. Focus ce soir sur les toilettes publiques. Nos reporters sont descendus sur le terrain. Constat, il n'y en a pas assez et lorsque les toilettes publiques sont ouvertes, elles sont payantes. Oriane Banquin. Si vous êtes pris d'une envie pressante dans la ville de Douala, rassurez-vous d'avoir de l'argent sur vous. Ça, c'est des toilettes publiques commerciales. Il y a un responsable, bon, je ne connais pas les modalités, parce que couramment je ne travaille pas comme on dit qu'on travaille, apporte juste une aide à celle qui a les toilettes. Pour aller aux toilettes, c'est 100 francs, pour uriner, c'est 50. Vous n'en avez pas ou n'avez pas de petite monnaie, il est important de dialoguer car l'activité connaît de nombreux challenges. Il y a l'entretien qu'il faut faire, l'eau de javel, le savon pour les pots, parce qu'en général ici, les toilettes publiques d'ici, ça n'a que les pots, ça n'a pas les pots turcs, ça n'a que les pots. Donc c'est obligé d'être propre. Si il y a les clients aussi qui embêtent, parfois ils arrivent déjà étant déjà totalement mouillés. Il y a ceux qui arrivent qui laissent le pot, mais qui va plutôt au sol. En disant qu'ils vous donnent 100 francs, vous êtes obligé de nettoyer. Il y a d'autres qui arrivent qui ne chassent pas. Pourtant, quand chaque client arrive là-bas, on précise qu'il doit falloir vous lui montrer où il y a le bouton de chasse et tout le reste. Il y a ceux qui entrent même qui ouvrent même complètement le robinet d'eau et laissent. Si vous n'êtes pas vigilant d'aller surveiller, ou un autre client qui est poli, qui vous dit que bon, tel a ouvert l'eau, il l'a laissé. Comme la beauté, la propreté ici est fonction de celui qui regarde. On ne peut pas dire propre, parce que même chez vous,
À la maison, quand vous vous dites propre, c'est le voisin qui vient, vous dites que bon, il y a tel, il y a tel. Bon, à mon niveau, et les clients qui viennent, quelques peu de clients qui viennent, apprécient. Donc déjà c'est ça, le service c'est pas moi, le service c'est les clients qui viennent et qui apprécient. Quand le client lui est là et il reçoit, il vous dit merci. Ça veut dire qu'il a été satisfait. Quand il ressort et qu'il ressort avec les fâchés, les bruits, et surtout que les clients, vous êtes ici, c'est moderne. Donc même quand quelqu'un lui m'arrive, il regarde d'abord le pot, parce que vous savez que les pots, en général, les gens fuient. Parce qu'ils se disent qu'il y a les trucs qui se cachent à l'intérieur. Mais quand ils entrent, ils regardent le pot, ils sont contents d'utiliser. C'est d'abord ça, c'est nous déjà là, c'est le merci là qui nous intéresse. Pour les Doualais, elles ne sont pas suffisantes dans la ville, en plus d'être insalubres. C'est tellement insalubre, je préfère me retenir, bien que ce soit dangereux pour la santé, je préfère me retenir et aller chez moi. Ce n'est pas propre et c'est risqué. Parfois, c'est tellement lugubre qu'on a peur de s'y faire agresser. Donc, je préfère aller chez moi, me retenir et aller chez moi. Il n'y en a pas vraiment trop parce que, et même le peu qu'il y a là vraiment, c'est tellement trop sale au point, vraiment, ce n'est vraiment pas trop praticable. Ça ne donne vraiment pas l'envie d'entrer. Il faudrait qu'on mette les toilettes publiques gratuites à tout le monde pour que chacun se mette à l'aise. C'est pas que ça doit être payant. Donc tu vas te mettre à l'aise, tu vas payer les toilettes 100 francs, comme partout ailleurs. Selon un élu local, c'est la mairie qui doit gérer les toilettes publiques, mais elle pourrait attribuer la gestion à un particulier. Il précise toutefois que public n'est pas synonyme de gratuit, car il faut tenir compte de certaines contingences telles que l'entretien. Et les épreuves écrites des baccalauréats CDTI ont été reprises ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les matières concernées sont la physique, la chimie et sciences de la vie et de la terre. Pour éviter toute autre fraude, les épreuves arrivent dans les centres d'examen quelques minutes seulement avant le début de l'examen. Notre reporter s'est rendu ce jour au centre du lycée bilingue de Deido. C'est ici à Douala. Il pensait avoir bouclé avec la phase écrite du baccalauréat session 2020, mais hélas. La fraude et le communiqué du ministre des Enseignements secondaires du 24 juillet dernier les a ramenés dans les salles de composition ce 3 août 2020. Il y a eu beaucoup de bouleversements vu qu'on s'était tout donné pour la première saison. Et du coup, comme on a repris ça, ça nous a beaucoup dérangé. La reprise a beaucoup dérangé. Ça m'a énervé parce que j'étais d'abord sûr d'avoir terminé avec, mais on a demandé de relancer, ça m'a énervé, mais bon, comme j'étais déjà prêt, j'ai eu ce continuer à réviser. J'avais eu de SVT et chimie. Sont concernés par cette reprise les baccalauréats des séries C, D et TI et des matières particulières. Ici au lycée bilingue de Deido aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre les épreuves qui ont été annulées par Madame le ministre pour fraude massive. Ce matin particulièrement, nous sommes en train de faire la physique en série D. L'après-midi, nous allons faire chimie et demain nous ferons sciences SVT, sciences de la vie et de la terre. Au centre du lycée bilingue de Deido, dans le premier arrondissement de Douala, les épreuves sont mises à la disposition des examinateurs quelques minutes avant leur début. Une mesure appliquée à tous les centres d'examen du pays pour limiter des cas de tricherie. En dehors de ces règles, rien n'a changé dans ce centre d'examen. Est-ce qu'il y a des mesures particulières? Non, nous avons toujours fouillé les candidats comme nous fouillons d'habitude. On a fait les mêmes fouilles, le centre s'est préparé pour accueillir les candidats avec tous les dispositifs pour lutter contre le Covid-19. Il n'y a pas de fouille particulière que ce qu'on a d'habitude de faire. Pourquoi? Parce que la fraude était plus numérique que physique. Or, aucun candidat n'entre au centre avec un téléphone. Or, ça se trouve dans le téléphone, dans la maison. Nous, si on devait fouiller ici, s'ils ont des papiers, on les débat de tous les papiers comme d'habitude. Mais nous avons noté la dernière fois que la fraude était plus numérique, puis c'est sur les réseaux sociaux qu'on a découvert qu'il y avait eu fraude. La reprise de ces épreuves les 3 et 4 août change le programme de passage initial des épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général. Elle débute désormais le mercredi 5 août pour s'achever le mardi 11 août prochain. En santé, le nombre de personnes en surpoids est grandissant au Cameroun. On est passé de 5,6% en 2005 à 8,6% en 2014 selon un rapport de la Banque mondiale. Un état de choses qui rend florissant le business des produits amincissants et l'automédication au Cameroun. On reste avec vous, Inès Pingan.
Entre éminceur, pratique de l'exercice physique, changement de régime alimentaire et potions de grammaire, les formules pour perte de poids se passent généralement de bouche à oreille. À partir du témoignage reçu, se fait le choix de la technique qui semble la plus efficace et tout y passe. La raison principale, la hausse du nombre de personnes souffrantes de surpoids au Cameroun, soit de 5,6% en 2005 à 8,6% en 2014, selon un rapport de la Banque mondiale. De 115 à 70 kg, Linda Dedi a réussi son challenge. Son secret, le sport sans aucune assistance de coach ou de nutritionniste. Je n'ai pas pris de boisson amincissante, j'ai pas eu recours à un nutritionniste, bien que par moment j'ai été tentée de le faire pendant, j'ai envie de dire, ma transformation, j'ai été tentée de le faire. Et à chaque fois que j'essayais de le faire, les programmes qu'on me donnait, c'était un peu des restrictions. Faut pas manger ci, faut pas manger ça. Mais ce qui me paraissait quand même intéressant à chaque fois, c'était dans tout ce qu'on me demandait, on m'interdisait de faire, on me permettait de faire le sport. Alors je me suis dit, mais puisque j'ai déjà commencé avec le sport, si tout ça se il faut toujours mettre une activité sportive, pourquoi donc me priver de manger normalement si je peux faire du sport? Une pratique certes courante, mais désapprouvée par les professionnels. Le changement de morphologie est un travail qui commence aux origines de la prise de poids. Pourquoi est-ce que j'ai un excès de poids? Pourquoi est-ce que j'ai cet excès-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que je mange beaucoup plus d'aliments? Est-ce que je bois beaucoup plus de boissons alcoolisées ou bien de boissons sucrées? Quel est mon rythme de vie? Est-ce que je bouge moins? Est-ce que j'ai une maladie chronique? Donc voilà autant d'éléments qui sont importants pour savoir quelle est la cause. Une action qui doit prendre en compte la taille, l'activité professionnelle, l'âge, la culture et le type de personne pour déterminer quel doit être son poids idéal. Comment perdre donc l'excès de poids? Est-ce que c'est un excès de graisse ou bien un excès d'eau, par exemple? Parce que quand on parle de poids, généralement c'est un excès de graisse. Mais dans le cas où on veut perdre un excès de graisse, cet excès de graisse-là, il y a une certaine pratique, il y a une certaine technologie qu'il faut maintenant adopter. Mais lorsque c'est la bonne technologie, on perd le plus de graisse et on perd aussi les déchets. Lorsque on fait une pratique qui n'est pas la bonne, qu'est-ce qui se passe? On perd l'eau. L'eau, c'est 60% du corps. Et quand on perd un excédent d'eau, là, on devient beaucoup plus fatigué, plus faible, et on reprend justement ce poids-là. L'effet perte et reprise constante peut être évité si l'on adopte une hygiène de vie saine, à savoir pratique de l'exercice physique, boire beaucoup d'eau et manger régulièrement des fruits et des légumes. Résurgence de la méningite au Cameroun, le pays aurait enregistré plus de 100 000 nouveaux cas durant les derniers mois. Une campagne de vaccination à l'intention des 300 000 réfugiés et communautés hautes est prévue dans les régions du Grand Nord et de l'Est. Notons que cette épidémie arrive dans un contexte marqué par la lutte contre la Covid-19. Olivier Bouzique. Le gouvernement camerounais fait face à une urgence sanitaire. Malgré le coronavirus qui a déjà causé plus de 17 000 infectés, 514 cas de méningite ont été enregistrés dans le pays durant les 7 derniers mois. L'épidémie a déjà fait plus de 64 morts. Comme durant les années antérieures, elle a été localisée dans le septentrion où le climat est propice au développement de cette maladie. Ces régions ont une saison sèche qui dure 6 mois avec des vents, avec un vent chaud et sec. Mais ce qu'il faut surtout relever, c'est que environ 10 à 20% de ceux qui font une méningite doivent vivre avec des séquelles comme la surdité ou une baisse de l'activité visuelle. Et 80% des malades de méningite décèdent en l'absence d'un traitement. La mortalité est réduite à 10% avec un traitement. Le gouvernement fait tout pour contenir l'épidémie. Le 28 juillet dernier, le ministère de la Santé publique a lancé au camp des réfugiés de Minawao une campagne de vaccination préventive qui vise à immuniser 300 000 personnes dans tout le septentrion,
plus la région de l'Est contre cette maladie. Une riposte que l'experte trouve insuffisante. Le Cameroun a quand même pris du retard parce que généralement ces campagnes sont organisées de novembre à mai, ce qui peut se justifier par la crise à coronavirus. Mais pour multiplier ces campagnes de vaccination, le plus important, comme je le relevais, c'est que les communautés, qu'on puisse organiser cette campagne-là et que les communautés puissent être protégées. La dernière épidémie de méningite enregistrée au Cameroun remonte en 2019 avec plus de 2600 personnes qui avaient été infectées. Selon l'OMS, 26 pays de la ceinture méningite à méningocoque, dont le Cameroun, sont régulièrement touchés par cette pandémie qui fait environ 30 000 victimes par an. Pour les experts, il faut impérativement protéger les zones à forte concentration des populations, notamment le milieu carcéral, les camps de réfugiés. Et puis le peuple banen veut rentrer chez lui. Celui-ci se dit apatride et allogène au Cameroun depuis environ 60 ans. Ce soulèvement fait suite à la volonté du gouvernement camerounais de classer la forêt des Baux dans le domaine privé de l'État. Il est question ici de transformer la zone en une trentaine d'unités forestières d'aménagement. Une réunion publique à cet effet a eu lieu ce dimanche dans la ville de Douala. Oriane Donquin pour les détails. J'ai appris, ou bien j'entends, que les gens disent non à la terre de Banen. Je ne sais pas si ceux que vous dites non à la terre de Banen vous ont montré la portion de terrain de Banen qui a été vendue. Et s'il y a une portion de Banen qui a été vendue ou bien qui va être vendue, qui en est l'acheteur, qui en est le vendeur? Les sons de cloche sont encore dissonants au sein du peuple banen au sujet de l'exploitation de la forêt des Baux. Si pour les uns, il s'agit d'un accaparement des terres par l'État, pour les autres, la zone sera viabilisée. Des représentants du peuple banen ont tenu ce dimanche 2 août 2020 ici à Douala une réunion publique à cet effet. Le canton de Biakat occupe les 3/4 de l'UEFA dans leur forêt que nous avons abandonné depuis 1963. Si le décret du chef de l'État actuellement nous permet que l'UEFA arrive, nous c'est la bienvenue parce que nous aurons des routes qui pourront nous emmener chez nous dans nos villages que nous avons abandonnés depuis 1963. Parce que le décret de 1977 qui réorganise les chefferies traditionnelles au Cameroun dit un chef, une population, un territoire et le chef doit être résident. Le peuple banen se considère comme déplacé interne depuis environ 60 ans. Présent à la fois dans le Nkam et la Sanaga maritime dans la région du littoral, dans le Mbam et Nubu dans la région du centre, celui-ci a été déporté durant les années de lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il avait eu la promesse d'être rétabli une fois la zone pacifiée. Elle l'est, mais des voix s'élèvent depuis la vie publique pour le classement dans le domaine public de l'État. Des collectifs pour défendre les droits du peuple banen ont été créés et sont allés rencontrer le ministre des Forêts et de la Faune. Aux dernières nouvelles, une des délégations a déjà accepté le projet. Déjà, ça nous permet de rentrer chez nous. Le bonheur, c'est déjà d'être chez soi. Après, maintenant, si nous sommes déjà chez nous, on peut se débrouiller par nous-mêmes. Mais au-delà de ça, il y a une activité économique qui va être créée. Et la procédure républicaine dit on classe d'abord. Après, vous négociez parce que vous négociez beaucoup plus avec l'exploitant. Mais je peux vous dire, on sera, comment dirais-je, inflexible sur un certain nombre de choses. On sera d'une ténacité à notre pareil pour obtenir ce que nous devons obtenir. Il est question ici de transformer cette zone d'environ 65 hectares en une trentaine d'unités forestières d'aménagement. L'UEFA actuel est différent des UEFA que vous chantez partout. Dites-nous où l'UEFA a été à développer telle forêt. L'UEFA ne développe pas les forêts où il n'y a pas de population. Par contre, notre UEFA a trouvé des villages et ils savent qu'il y a des villages et il y a des chefs et il y a des communautés qui ont vécu là-dedans. Donc ne confondez pas. Rappelons qu'avant les UFA, il y a eu un projet de parc national en 2006 qui n'a pas abouti à cause de la non-adhésion de la population. Et puis chaque année, la communauté Sawa se souvient de la pendaison de Rudolf Douala Mangabel le 8 août 1914. Ce matin, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vaha Dibois, a procédé au lancement officiel de la semaine d'hommage. Makedali Djinoucham. Esplanade de la marine marchande à Bonanjo à Douala. C'est à cet endroit précis que Rudolf Douala Mangabel a été pendu le 8 août 1914 par le gouvernement colonial allemand pour haute trahison.
106 ans plus tard, le gouverneur de la région du littoral s'incline devant la mémoire de ses héros nationaux. Ce lundi 3 août, Samuel Dieudonné Ivara Dibois a procédé au lancement officiel de la semaine d'hommage à Rudolf Douala Mangabel, le Tété Kombo, c'est-à-dire roi des rois en langue douala. Cette année, la commémoration du Tété Kombo se déroule dans un contexte particulier en raison de la crise sanitaire actuelle. Vous savez, nous sommes dans le respect des mesures barrières, raison pour laquelle nous avons pu faire cette année un Tété Kombo qui est différent de l'ordinaire. Raison pour laquelle vous avez vu, nous avons créé pratiquement une semaine pour éviter un attroupement. On est obligé, n'est-ce pas, de passer par là parce que c'est les conditions actuelles, on est obligé de le faire. Donc c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Donc nous avons une semaine qui va s'écouler. Aujourd'hui, c'était le lancement de la semaine d'hommage. Heureusement qui a été fait, n'est-ce pas, par le gouverneur. Bon, pour cette année, pour ce qui est particulier, c'est que nous avons voulu associer tout le monde. Parce que par le passé, beaucoup se sont dit qu'on s'est accaparé un peu, enfin, que la famille et le village s'est accaparé. Aujourd'hui, nous avons ouvert pratiquement pour que tout le monde, tous les doualas, tous les doualais et les doualaises puissent, n'est-ce pas, venir commémorer avec nous. Comme c'est un événement spécial, il fallait que tout le monde soit associé. Du 3 au 8 août prochain, autorités administratives, traditionnelles, les élus et élites locales, en passant par la marine marchande nationale et les familles proches de Rudolf Douala Mangabel, Adolphe Ngosodine et Richard Dinamanga, vont se recueillir sur le site de la pendaison et au caveau des rois à Bonanjo. 106 ans après sa disparition, les organisateurs de cet événement visent un objectif précis, perpétuer la mémoire du Tété Kombo, Rudolf Douala Mangabel. Tété Kombo, Kombo, C'était donc l'hommage, le lancement officiel de la semaine d'hommage au Tété Kombo, Rudolf Douala Mangabel. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Cameroun, au moins 18 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque attribuée aux djihadistes du groupe Boko Haram contre un camp de personnes déplacées dans l'extrême nord du pays. Le Soudan a affiché sa satisfaction de voir les États-Unis prêts à le retirer de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait estimé que le retrait du Soudan de la liste noire serait une bonne chose. En Gambie, 4 jours après la vice-présidente, 3 membres du gouvernement de Banjul ont été contrôlés positifs au Covid-19 selon un tweet de la présidence gambienne. Il s'agit des ministres des Finances, de l'Énergie et de l'Agriculture. Le Kenya sonne l'alarme face à la hausse des grossesses d'adolescentes pendant l'épidémie de Covid-19. Selon un document du ministère de la Santé ayant fuité, des milliers de filles sont tombées enceintes pendant le confinement entre mars et mai, ce qui a déclenché de virulents débats sur les réseaux sociaux. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir.